Maintenant, nous allons avoir une intervention en présentiel avec chers collègue Salma El Hassani Sbari, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et membre du LDP, Université Mohamed V Rabat, sur un sujet qui ne manque pas d'intérêt, qui n'est autre que la responsabilité sociale de l'entreprise, un nouveau mode de régulation de la gouvernance. Vous avez la parole, chers collègues. Vous avez un quart d'heure, bien sûr. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et alors, vraiment, quand professeur Kautar Belboul m'a contacté, j'ai tout de suite dit oui, malgré les difficultés, on va dire logistiques, n'est-ce pas, d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'ai tenu à être parmi vous en présentiel parce que j'avais envie de rencontrer les étudiants et puis de rencontrer les professeurs. C'est toujours un plaisir véritablement d'aller à la rencontre de nos collègues et de nos étudiants dans les autres facultés donc du Royaume, et j'ai tout de suite dit oui. Dit oui aussi parce que c'est un sujet passionnant, vous le savez désormais, et puis c'est un sujet qui n'est pas suffisamment investi par les juristes. Pourtant, on a pu le voir hier, la RSE présente des interactions extrêmement importantes avec les différentes disciplines juridiques et en particulier avec le droit des affaires. Alors, je remercie véritablement le comité organisateur de m'avoir associé à ce colloque auquel je souhaite véritablement plein succès, et tous les signes du succès sont là puisque véritablement hier on a pu apprécier à la fois la profondeur, la transversalité et la pertinence des différentes interventions. Pour ma part, Monsieur le Président l'a dit, je vais poser une question, je vais essayer de poser une question et de vous présenter des éléments donc, de réponse. Je vais utiliser le droit des sociétés et la théorie de la gouvernance plus précisément. Peut-être je demanderai à Monsieur le Président d'être un tout petit peu patient. Je vais tout faire pour rentrer dans le cadre des 15 minutes, mais si jamais je dépasse de quelques minutes, c'est parce que ma démonstration a besoin peut-être potentiellement de quelques minutes en plus. Donc je vous remercie à l'avance de votre écoute et de votre patience. Bien, alors, vous le savez désormais, la RSE correspond à un sujet majeur de l'entreprise contemporaine. C'est un sujet, vous l'avez constaté également, qui suscite un débat passionné, passionnant, et qui génère également une production intellectuelle, tous les chercheurs le savent, extrêmement dense, pléthorique et transversale. Alors, ce qu'on peut qualifier d'enthousiasme intellectuel autour de la RSE nous permet de constater ensemble la centralité de la RSE, mais il génère un effet qui peut être déroutant. Alors, quel est cet effet? C'est ce que j'appelle parfois une cacophonie intellectuelle, c'est-à-dire un discours, une production doctrinale dans lequel vont se mélanger à la fois des outils conceptuels, normatifs, analytiques proprement dit, avec de simples discours rhétoriques à caractère incantatoire. Alors, nous les juristes, on a un défaut, c'est qu'on est un petit peu épris d'ordre et de clarté. Donc, devant ce bouillonnement intellectuel, peut-être le premier réflexe des juristes, et vous l'avez constaté hier, c'est de procéder à un travail donc d'organisation et d'ordonnancement méthodologique donc de la thématique. Pourquoi? Parce qu'il faut imprimer à la RSE une intelligibilité juridique. Alors, les travaux, ce colloque participe et s'inscrit pleinement justement dans ce que je vais appeler l'ancrage de la RSE dans le droit. On a pu voir par exemple hier combien la RSE influait de manière significative des disciplines aussi variées que le droit de la consommation, le droit fiscal ou encore le droit du travail. Alors pour ma part, je vais contribuer à cet effort en utilisant un prisme particulier, celui du droit des sociétés, plus particulièrement la théorie du gouvernement d'entreprise, de manière plus précise. Je vais tenter avec vous de décrypter, donc c'est un travail de décryptage, les rationalités juridiques intrinsèques de la RSE en tant que mode de régulation de la gouvernance. Vous allez me dire, pourquoi le droit des sociétés? Pourquoi vous choisissez en particulier le droit des sociétés alors que j'ai d'autres domaines d'intérêt? Alors parce que de mon point de vue,
la RSE véritablement développe des interactions, des ramifications tout à fait remarquables en droit des sociétés. Ces ramifications vont se manifester de deux manières. Tout d'abord, à travers l'introduction d'outils normatifs originaux, singuliers, qui tendent d'ailleurs de plus en plus à devenir impératifs, et à travers aussi, et j'allais dire surtout, un travail de rénovation en profondeur des équilibres fondamentaux du droit des sociétés. Comment? En remettant au centre des débats des questions aussi fondamentales que le sens de l'intérêt social, la place des actionnaires dans les sociétés commerciales ou encore les finalités et les objectifs de la gouvernance. Alors ces questions, vous pouvez le constater avec moi, se rattachent, se situent au cœur du droit des sociétés. Elles se rattachent plus précisément à la problématique de la gouvernance que la RSE va venir impacter, j'allais dire frontalement, en tant, et je souligne l'expression, en tant que mécanisme alternatif de régulation des sociétés commerciales. Alors, je m'arrête quelques instants sur cette idée clé. Du point de vue du droit des sociétés, l'élément de caractérisation juridique le plus porteur de sens réside dans la faculté, j'allais dire naturelle, spontanée de la RSE à réguler, à contrôler et à surveiller, à équilibrer la gouvernance des sociétés commerciales. Pourquoi ? Vous l'avez certainement remarqué également hier lors des différentes interventions, parce que fondamentalement, encore une fois, la RSE correspond à ce qu'on appelle un dispositif juridique de changement, porteur d'un effet transformateur. Cet effet transformateur se voit dans un premier temps, tout d'abord, en poussant, en amenant les sociétés à respecter de manière intégrale et sincère l'ensemble de leurs obligations légales et réglementaires. Il se manifeste aussi en poussant ces mêmes entreprises à respecter de manière tout aussi intégrale et sincère leurs obligations, ou plutôt les implications sociétales de leur activité commerciale. Bien, si on se représente la RSE comme un modèle, comme un mécanisme de régulation de la gouvernance, une question s'impose à nous. Quelle est l'utilité de la RSE, l'utilité juridique et même économique? Il y a des doutes. Est-ce qu'avec la RSE, en tout cas du point de vue du droit des sociétés, est-ce qu'on n'est pas uniquement en train d'enfoncer des portes déjà ouvertes depuis très longtemps? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous inscrire dans ce qu'on appelle de la redondance normative? Alors, ces doutes sont légitimes, elles sont fondées, ils sont légitimes, et je me fais ici, entre guillemets, l'avocat du diable. Pourquoi? Parce que pour tous les observateurs de la vie des affaires et du droit des sociétés, s'il y a une thématique qui a été surinvestie, à la fois par les régulateurs, mais en même temps par la doctrine, c'est bien la problématique du contrôle des sociétés commerciales. Les législateurs contemporains, de manière unanime, dans ce qu'on a appelé la convergence réglementaire, se sont véritablement investis de la question du contrôle parce qu'ils sont bien conscients des enjeux fondamentaux qui s'attachent à cette question du contrôle des sociétés commerciales, notamment les sociétés de capitaux, c'est-à-dire les sociétés qui, comme vous le savez, sont caractérisées par une séparation entre la propriété des capitaux et les pouvoirs de gestion et de direction de ces sociétés. Donc, pour ne citer, si vous voulez, que l'exemple, par exemple, du législateur marocain, de la loi marocaine, depuis la promulgation de la loi 1795 sur les sociétés anonymes, le législateur marocain est revenu à intervalles réguliers pour introduire, pour améliorer les dispositifs de contrôle au sein des sociétés anonymes. Pour ne citer que les réformes les plus récentes qu'on a remarquées ces 10 dernières années, on a introduit ce qu'on appelle les administrateurs indépendants, les comités d'audit, les comités spécialisés qui deviennent obligatoires dans les sociétés cotées. On a renforcé le dispositif de contrôle des conventions réglementées. On a introduit un nouveau mode de gouvernance, le mode de gouvernance des sociétés qui permet justement une meilleure maîtrise de la gestion et du contrôle des sociétés commerciales. Et ça, encore une fois, c'est un mouvement qu'on va retrouver de la même manière dans tous les pays, dans tous les systèmes législatifs. Une tendance de fond à toujours renforcer les mécanismes de contrôle et de suivi de la gouvernance. Vous allez me dire, que vient faire la RSE? Si, et je reviens à ma question, si du point de vue du droit des sociétés, la RSE correspond, entre guillemets, simplement à un dispositif, à un mécanisme supplémentaire du contrôle de la gouvernance, quel est l'intérêt? Est-ce que, tout simplement, on n'est pas en train de participer à l'aggravation, à la complexité d'une discipline qui est déjà critiquée pour son caractère
pléthorique, complexe et en expansion constante, permanente. Alors, pour répondre à ces doutes qui sont encore une fois légitimes et fondés, je poserai un constat factuel, et qui peut paraître ambivalent, qui peut paraître paradoxal, mais qui est en réalité partagé par de nombreux auteurs. Celui de l'insuffisance, voire même de l'impéritie des mécanismes de contrôle des sociétés commerciales. Alors, pourquoi? Parce qu'on le voit, et la chronique judiciaire le démontre tous les jours, les sociétés commerciales restent marquées de manière, dans une proportion significative, de dérives, de véritables dérives dans leur processus de direction et de gestion. Alors, ici, je ne vous parle pas d'entorse ponctuelle aux droits des sociétés. La chose serait tout à fait acceptable parce que vous le savez, en tant que juriste, en droit comme en médecine, il n'y a pas de risque zéro. Je vous parle de choses plus graves parce que ce sont des dysfonctionnements structurels de type systémique qui vont venir déformer les équilibres fondamentaux du droit commercial et qui vont surtout mettre en péril l'existence, la pérennité et la prospérité donc des entreprises commerciales qui en sont affectées. Alors, je ne veux pas tomber ou revenir à de la chronique judiciaire, mais peut-être qu'il serait intéressant pour vous de vous donner quelques exemples de ces dérives et de leur, justement, j'allais dire, impact extrêmement grave sur les entreprises et même sur les économies envisagées globalement. Alors, pour revenir au cas du Maroc, peut-être un exemple qui s'impose à moi en discutant avec vous, l'exemple de la société La Samir. Alors, cette entreprise qui est aujourd'hui en liquidation, c'est une entreprise d'importance nationale, je dirais même régionale à l'échelle de l'Afrique. La mise en liquidation de cette entreprise qui, je vous le rappelle, disposait d'un monopole sur son activité et sur son marché. Donc, sa mise en liquidation doit fondamentalement être lue, être analysée comme un cas de mauvaise gouvernance caractéristique. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des jugements du tribunal de commerce de Casablanca, et c'est très rare, justement ce sont des jugements très rares, qui retiennent de manière claire la responsabilité d'un certain nombre, j'allais dire, d'acteurs. Alors c'est en effet, et on ne peut être que d'accord sur ça, la prédation, je parle d'actionnaires prédateurs qui pendant des années durant a utilisé l'entreprise La Samir comme une véritable machine à remonter, à pomper du cash. Ce sont les comportements déviants, abusifs du PDG et de son équipe. Ce sont également le silence assourdissant des auditeurs légaux, c'est-à-dire des commissaires aux comptes. Et j'ai écrit un article dans la presse économique pour parler justement de cet aspect. Je peux vous dire que ça a suscité au sein de la profession un débat, des protestations, et je dis que c'est le rôle du chercheur. Le rôle du chercheur est de mettre le doigt sur ce qui ne marche pas, sur ce qui est grave. C'est également la passivité complice des administrateurs dans le cadre du conseil d'administration. Alors, ces dérives ont fini par entraîner La Samir à sa perte, privant le Maroc de son unique raffinerie, hypothéquant, vous le savez, l'avenir de milliers de salariés qui sont attachés à cette entreprise. Alors, je voudrais dire ici que ces dérives, et il faut le dire avec force, ne sont pas l'apanage des seules sociétés commerciales des pays, entre guillemets, dits en voie de développement. Loin s'en faut. Et pour vous convaincre de ça, il suffit de se rappeler les événements, j'allais dire funestes, de la crise financière de 2008, crise, je vous le rappelle, qui est la plus grave qu'a connue le monde depuis celle de 1929. Alors cette crise a été fondamentalement analysée comme une crise de mauvaise gouvernance. Parce que, il faut le dire, si les managers à la tête de ces grandes multinationales, de ces grandes entreprises ont eu la possibilité d'hypothéquer l'avenir des entreprises dont on leur avait confié la direction, c'est bien parce que, et je reviens à l'insuffisance des procédés de contrôle, c'est donc bien parce que les dispositifs de suivi de la gouvernance n'ont pas été capables de déceler à temps ces comportements, encore moins de les redresser et de les corriger. Je reviens à ma question. Que peut faire la RSE? Quel est le rôle de la RSE? Est-ce que la RSE qu'on a définie il y a quelques instants en tant que mécanisme alternatif de la gouvernance, de contrôle de la gouvernance, est-ce que la RSE peut véritablement changer les choses? Est-ce qu'elle peut nous permettre d'aboutir à une articulation plus saine de l'équation de gouvernance, c'est-à-dire des pouvoirs et des contre-pouvoirs au sein des systèmes du gouvernement d'entreprise? Alors,
sans tomber dans ce que je appellerais peut-être l'optimisme BA, qui caractérise parfois à tort le débat sur le gouvernement d'entreprise et sur la RSE. Il y a des éléments pondérés, factuels, qui peuvent nous permettre de croire raisonnablement en une amélioration significative du gouvernement d'entreprise, de la gestion des sociétés commerciales, par le biais de la RSE. Alors, pourquoi ? Parce que la RSE, ce n'est pas un gadget, ce n'est pas une solution ponctuelle juridique. C'est en fait cet effet, j'allais dire, potentiellement salvateur de la RSE, s'explique par sa nature singulière. J'allais dire par son ADN particulier original. Parce que la RSE, il faut bien le comprendre, ce n'est pas une solution législative, c'est une philosophie. C'est un changement de paradigme, c'est-à-dire de finalité et d'objectif de la gouvernance. Alors, c'est au niveau justement des finalités et des objectifs de la gouvernance que se situe le problème. Et là, peut-être des explications pour vous mettre un petit peu dans le tableau. Pendant très longtemps, le modèle juridique qui a prévalu en ce qui concerne les sociétés commerciales et le droit commercial, c'est, vous le savez, le modèle contractuel. Ce modèle contractuel permet de considérer les actionnaires comme étant, au moins théoriquement, les maîtres souverains des sociétés. Cette conception n'est pas mauvaise en elle-même, mais elle est devenue dangereuse à partir du moment où le courant néolibéral a commencé à l'utiliser pour asseoir sa domination politique des systèmes de gouvernance et pour exiger une conception exclusivement financière de la gouvernance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par conception exclusivement financière? C'est une manière, en fait, d'être prioritairement, seulement, dans une optique de maximisation de la valeur actionnariale, c'est-à-dire du profit à tout prix, du rendement le plus élevé, le plus rapide possible. Alors, pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que ça donne lieu à ce que les économistes appellent un appauvrissement des stratégies entrepreneuriales, c'est-à-dire les stratégies d'innovation, d'investissement et d'expansion des entreprises qui vont aller rechercher prioritairement des investissements qui sont des investissements à maturation rapide, qui donnent certes un rendement élevé pour les actionnaires, mais qui, à moyen terme, font naître, et on l'a vu avec la crise financière, un risque élevé pour les entreprises qui sont affectées par cette stratégie. Bien, je vois que j'ai encore 3 minutes. Par rapport aux 15 minutes, c'est bien ça? 3 minutes de plus par rapport au temps. Je vous remercie pour ce temps imparti. Bien, donc tout ceci pour vous dire que la RSE a toute sa place dans le cadre du droit commercial, dans le cadre de la gouvernance. Elle est un mécanisme extraordinaire de régulation des entreprises parce que justement, elle met en place ce qu'on appelle une conception partenariale de l'entreprise. Elle conçoit l'entreprise comme un être juridique complexe, et elle introduit au sein même de la gouvernance des entreprises des contre-pouvoirs de nature partenariale. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les managers à la tête des sociétés et des entreprises qui souhaitent s'inscrire dans la RSE doivent, à chaque fois qu'ils ont des décisions stratégiques à prendre, tenir compte de ces décisions dans un cadre élargi, où chaque partie prenante exprime son point de vue dans l'intérêt de tous, et dans l'intérêt, à commencer, de l'entreprise elle-même, envisagée comme un être économique autonome, qui exprime son intérêt propre, son intérêt par rapport à la prospérité et la pérennité de son existence. Donc, en tant que tel, la RSE a un effet salvateur sur la gouvernance. Je voudrais, pour finir, vous transmettre 2 remarques qui me semblent fondamentales et qui, justement, permettent de traduire, si vous voulez, l'importance du changement qui est en cours, parce que je défends la thèse selon laquelle la RSE est un dispositif de transformation de la gouvernance et du droit des sociétés. Premièrement, la RSE n'est pas un simple discours marketing, et on le voit aujourd'hui dans le droit, puisque même en droit marocain, on a introduit des outils normatifs dédiés à la RSE, comme par exemple l'obligation de report extra-financier, qui devient aujourd'hui une obligation pour les sociétés cotées. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui veulent se conformer à la RSE doivent respecter intégralement les dispositifs du gouvernement d'entreprise, c'est-à-dire avoir un conseil d'administration fort et indépendant avec des administrateurs à haut degré d'expertise. Aujourd'hui, on parle d'ASR et d'ISR. Qu'est-ce que ça veut dire? L'investissement socialement responsable et l'actionnaire socialement responsable. Et c'est une rupture totale avec l'actionnaire classique, l'actionnaire qui attend uniquement le dividende. Cet actionnaire devient un élément de changement
et de vigilance au sein même de ces sociétés. Et je finirai en faisant référence au devoir de vigilance, un devoir qui tend de plus en plus à prendre de la place en droit des sociétés et qui se décline au niveau des administrateurs, au niveau des actionnaires, au niveau des sociétés mères par rapport à ses filiales, au niveau des entreprises par rapport donc à ses fournisseurs. Donc c'est véritablement, j'allais dire, un big bang, pour rester fidèle à la formule du professeur Payusso, un big bang du droit des sociétés qu'on est en train de vivre. Et donc si ça demande quelque chose des juristes, des chercheurs que vous êtes, c'est véritablement d'investir juridiquement ces thématiques de la RSE et de montrer les interactions qui se cachent derrière donc cet outil formidable de gouvernance. Je vous remercie pour votre écoute et pour la patience de Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Selma, pour cette intervention concise et précise qui a concerné un sujet, une problématique qui fait tache d'huile aujourd'hui et qui n'est autre que la relation entre les sociétés, surtout les sociétés anonymes, et l'intégration des normes de la responsabilité sociale de l'entreprise. Vous avez insisté sur l'analyse contractuelle de la responsabilité sociale de l'entreprise, aujourd'hui bien sûr dominante. Et selon vous, la responsabilité sociale de l'entreprise se présente plutôt comme l'émergence d'une gouvernance et participe plus largement d'un ajustement des mécanismes de régulation à des économies de plus en plus structurées. Encore une fois, merci.